vraiment, on était très honorés. On est très honorés de cette invitation collective. Alors, très rapidement, je vais te présenter juste les palabres autour des arts. C'est un concept qui a été créé il y a 2 ans, un peu plus de, enfin 2 ans, oui, on a fêté il y a 2 semaines les 2 ans des palabres autour des arts. Et l'idée, c'est autour d'un thème, de pouvoir, dans un premier temps, explorer ce thème au travers de ce que des auteurs africains, caribéens, indiens, on a eu, enfin des auteurs du Sud ont exprimé sur ce thème-là. Ensuite, donc, on a des regards croisés. Chaque fois, il y a toujours au moins 2 chroniqueurs qui ont lu un livre et qui vont donner leur avis. Naturellement, le public peut intervenir aussi. C'est l'une des dimensions des palabres. Le deuxième aspect, c'est un échange autour d'un auteur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'invité palabreur. Aujourd'hui, ce sera une invitée palabreuse, Sokna Ndao, qui est une jeune auteure sénégalaise. Donc, on va parler de la trilogie Magenta, où elle explore la question de la jeunesse dorée au Sénégal, avec des aspects qui sont en lien avec le thème de ce soir. Et dans la 3e partie, c'est vous qui allez sur le thème qui est celui de la place de la femme aujourd'hui. On va ensemble échanger sur cette thématique-là. Voilà. Donc, tout de suite, on lance les hostilités en présentant d'abord ces charmantes dames. Aurore Fukissa, qui est une amoureuse des livres et qui fait partie des premières personnes qui ont initié les palabres autour des arts. J'ai Aurélie Bob, qui est aussi une fondatrice, donc qui est constante avec cette aventure des palabres autour des arts. Et puis moi-même qui suis blogueur, qui est une émission littéraire, et à mes heures perdues. Donc je me voue à cette passion. Alors aujourd'hui, on va essayer de regarder un petit peu la question on va avoir des regards sur les personnages féminins. Et on a 4 romans qu'on va vous présenter. Blues pour Élise de Leonora Miano, 3 femmes puissantes de Marine Diaye, Celles qui attendent de Fatou Diom, qui est donc c'est des romans qui sont sortis il y a 2-3 ans. Et je vais commencer avec celui-ci. Naturellement, on va donner, parmi toutes ces femmes, on va donner la parole à un homme pour commencer les hostilités, pour être un peu dans la provocation aussi. Oui, mais c'est le seul homme parmi les 4 livres aussi, faut dire. Absolument. Tout à fait. Absolument. Emmanuel Dongala, qui est un auteur congolais et qui a écrit Photos de groupe au bord du fleuve. Donc on devait avoir un regard croisé sur ce texte-là, mais on a une intervenante qui n'est pas là. Donc je vais juste faire cette présentation et puis ensuite on rentre dans nos échanges un peu plus musclés. Donc Emmanuel Dongala a écrit un texte, c'est un auteur congolais qui est reconnu sur la scène africaine, qui a déjà eu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire et qui a écrit des textes assez marquants comme Johnny Chien Méchant, dont il y a un livre, une représentation là, Johnny Mad Dog, qui a été adapté au cinéma et où il explorait la question de l'enfance dans la guerre avec 2 portraits croisés, une jeune fille et un jeune homme sous l'effet de la guerre civile congolaise. Là, dans ce roman, il dresse le portrait de 15 femmes. 15 femmes qui, au bord du fleuve Congo, en fait, cassent la pierre donc, qui font ce métier qu'on casse la pierre. Et voilà, donc dans ce travail difficile,
ces 15 femmes travaillent et ce qui se passe, c'est que bon, elles sont sous-payées, naturellement. Il y a tout un développement au niveau du Congo et elles sont les seuls éléments dans la chaîne de construction en fait à ne pas bénéficier de l'embellie. Et donc ces 15 femmes décident d'augmenter les prix, d'augmenter de 50% le prix du sac de pierre. Et à partir de là, va commencer naturellement la réaction du système économique, des opérateurs pour casser, pour mater ce mouvement. Et Emmanuel Dongala se décide donc de décrire cette lutte. Donc dans cette première dimension, le roman a un aspect, on va dire, il montre plus la lutte des classes, hein, mais plus montré du point de vue du combat de ces femmes-là, qui décident de ne pas lâcher l'affaire. Donc il y a une première mise en scène de ce conflit social, et dans la progression du roman, donc on va voir tous les acteurs de la société congolaise qui vont intervenir, puisqu'un grand événement doit avoir lieu et avoir des femmes, une quinzaine de femmes qui organisent un mouvement sur la place, ça ne le fait pas. Donc toutes les stratégies vont être mises en place pour casser ce mouvement. Et là où le roman est intéressant, c'est que ce mouvement est raconté de l'intérieur par Méréana, qui est une jeune femme qui s'est retrouvée là un petit peu justement par la brutalité justement de la condition de la femme au Congo. Et elle a suffisamment de bagages pour pouvoir raconter en fait ce qui se passe. Suffisamment de bagages intellectuels pour pouvoir raconter ce qui se passe. Et elle va nous donner donc un peu ce regard sur les 15 femmes. Elle va raconter ces 15 femmes. Mais ce qui est particulier dans ce roman, c'est que Dongala parle à la deuxième personne du singulier, donc c'est tu. Chaque fois, on a un roman un peu incantatoire comme ça, tu. Donc Mariana ne parle pas, mais il y a quelqu'un qui la raconte avec ce. Donc ça donne une forme un peu particulière parce que c'est un peu difficile au départ. Et Dongala s'en explique en disant que il n'arrivait pas à écrire au nom d'une femme et il fallait qu'il utilise cet artifice littéraire pour libérer sa parole. Donc c'est un roman qui est magnifique parce que quand il rentre maintenant sur le portrait des différentes femmes, on rencontre des femmes qui se retrouvent là parce qu'elles étaient battues, suite à des viols de guerre, suite à des questions de mutilation, enfin de tout ce qui tourne autour de l'excision, des choses comme ça. Et il fait un portrait qui dépasse le Congo en fait. Parce que l'excision, par exemple, n'est pas un cas qu'on trouve, c'est des pratiques qu'on ne trouve plus, en tout cas au Congo-Brazzaville. Mais il essaye de brosser comme ça un portrait assez général de la femme et très intime, qui pour moi est une très très belle réussite. Ce roman a été élu meilleur roman écrit en français il y a 2 ans par le magazine Lire, et c'est vraiment un texte que je recommande. Ensuite, on va donner la parole. Et personne ne peut te contredire. Ah ben, écoutez, je pense que il y a eu quand même une très bonne réception de ce livre, donc j'ai pas trop de mal à le conseiller. On pourra discuter certains aspects, parce que le combat, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce combat-là, cette lutte-là, un peu disproportionnée, va arriver. Mais ce qui est bien dans le discours de Dongala, c'est qu'on perçoit que le mouvement en Afrique doit et ne peut venir que des femmes. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti dans cette... et quand on sait que une grosse partie de l'économie africaine est tenue par les femmes, je pense que c'était un très bel hommage qu'il rendait aux femmes au travers de ce roman. Voilà. Alors, oui, je conseille à 100%. Mais je suis fan de Dongala, donc je ne suis pas très objectif, mais faites-vous une idée.
Voilà. Alors je vais donner la parole à Marcel Tchito, qui attaque Trois trois femmes femmes. puissantes. On va diviser par 5 et D'accord. Donc c'est moi qui vais vous présenter ce soir Marie Ndiaye et je pense que c'est son dernier ouvrage, je ne sais plus. non, Trois femmes c'est puissantes, pas- il y en a eu un. D'accord. Ah oui, c'est vrai, la divine. Donc Trois femmes puissantes, contrairement à son titre, ne parle pas de trois femmes qui sont puissantes. C'est en fait l'histoire de ces trois parcours de femmes. Alors il y a Fanta, Kadidemba et Nora. Alors ces trois femmes qui ont des histoires particulières, chacune, qui se recoupent un peu. Et donc la première, Nora, c'est une jeune fille métisse qui va devoir revenir au Sénégal, son pays d'appartenance de par son père, parce qu'elle est appelée par son père en fait, et son père avec qui elle avait perdu contact pendant plusieurs années. Et donc elle revient au Sénégal pour régler une situation familiale. Alors elle a une histoire de famille assez difficile parce que son père les a abandonnés étant jeunes, les a laissés auprès de leur mère. Et il a décidé de rentrer au Sénégal en emportant son jeune fils de 5 ans. Et il a laissé Nora et sa sœur à sa mère, à leur mère. Donc déjà, Nora a un rapport assez conflictuel avec son père. Et des années plus tard, femme indépendante, accomplie, avec une fille à son actif et un conjoint, elle se fait appeler par son père au Sénégal pour venir régler une situation familiale, un père qu'elle avait perdu de vue pendant toutes ces années. Alors, dans ce parcours de Nora, il y a la relation du père et de la fille qui est présente tout au long du parcours. Nora craint son père, le déteste évidemment, parce qu'il les a abandonnés et en plus il a fait ce choix machiste d'emmener son jeune fils et de laisser ses filles. Donc ses filles, Nora et sa mère et sa sœur, elles ont vécu difficilement l'absence de ce père. Ça a eu des conséquences financières bien sûr sur leur évolution et tout ça. Donc Nora arrive au Sénégal dans un contexte familial assez chargé, avec beaucoup de ressentiments. Mais en même temps, ce père, c'est une figure qu'elle a toujours idolâtrée. Donc, elle a un rapport très, très bizarre avec avec lui plutôt. Et ce père, qui est idolâtré, elle va découvrir un père fragilisé. Les années ont laissé leur passage sur ce père. Et il y a un oiseau qui est dans un arbre tout le temps, tout au long de la narration. Alors il se trouve que cet oiseau, c'est son père qui la nuit, pour une raison qui n'est pas décrite dans le livre, va se percher dans un oiseau, va se percher dans un arbre toutes les nuits. Alors sans raconter l'histoire, tu interviendras quand j'aurai fini parce que je sens que tu brûles. Donc ça c'est le premier personnage, la première femme puissante. C'est l'histoire de Nora. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Fanta. C'est le fait qu'elle résiste à son père qui traduit cette... Je n'ai pas trouvé qu'elle résistait à son père. Pour moi, elle n'est pas puissante, Nora. Mais je donnerai mon sentiment à la fin de ma description, ce sera mieux. Parce que sinon, je risque de vous embrouiller. Et donc le deuxième parcours, c'est l'histoire de Fanta qui est mariée donc, à un professeur expatrié au Sénégal et qui l'emmène en France parce qu'il doit quitter le Sénégal suite à une situation qu'il avait rencontrée là-bas. Donc il doit laisser son poste et rentrer en France. Et il emmène Fanta qui avait une situation personnelle assez satisfaisante au Sénégal. Il lui demande de venir avec lui en France. Et pareil, ce professeur est un peu paumé. Donc c'est lui, l'histoire est racontée par le professeur. C'est lui qui parle du personnage de Fanta. À aucun moment on donne la parole à Fanta. Et il est dans son remords parce que Fanta avait une situation satisfaisante au Sénégal. Et en arrivant en France, il sent très bien qu'elle est dans une situation en dessous de ce à quoi elle pourrait prétendre. Elle s'étiole, elle est dans une vie de famille
c'est pas qu'il lui correspond pas tout à fait, mais dans laquelle elle s'épanouit pas du tout. Et lui, en plus, ils ont un enfant ensemble, mais qu'il n'arrive pas à aimer parce qu'il a une histoire familiale également chargée. Toujours ce rapport au père qu'on retrouve dans la première histoire avec Nora et qui se poursuit avec le conjoint de Fanta qui s'appelle Rudy et qui lui a une histoire aussi, un rapport au père assez compliqué. Et on a la troisième histoire qui est à mon sens l'une des la plus intéressante en quelque sorte. C'est l'histoire de Kadi Demba qui est une veuve sénégalaise qui va se retrouver en fait dans la société sénégalaise un peu en but à la tradition. Elle a été mariée, elle n'arrivait pas à concevoir, donc elle n'aura pas d'enfant durant tout son ménage. Et lorsque son mari décède, elle se retrouve à la merci de sa belle famille, qui décide qu'elle n'a aucun droit et qui la laisse à son propre sort. Alors, et cette famille décide que comme elle n'a aucun droit, qu'elle pouvait disposer de Kadi Demba, elle décide qu'elle devra rejoindre sa cousine qui habite en France et qui se trouve être Fanta, la femme de Rudy. Et Kadi Demba, dans cette espèce de parcours pour aller en France, va vivre des péripéties qui vont rendre son parcours difficile, sa traversée vers la France difficile, avec une apogée dans cette histoire que je ne vais pas vous raconter parce que sinon je vous raconte tout le livre. Mais c'est l'histoire la plus intéressante à mon sens. Alors pour parler du livre dans son ensemble, 3 femmes puissantes, de ce que je viens de vous dire, le parcours de ces femmes est un parcours difficile. Elle a parlé, je n'ai pas vu la puissance de ce père qui se suspend dans les arbres. Il y a toute une histoire qui est montée autour de ce père qui a la forme d'un oiseau et qui est dans les arbres, mais on ne sait pas trop où elle veut nous emmener. Dans l'histoire de Fanta, Rudy, il se lamente sur la vie qu'il aurait voulu avoir, mais qu'il n'a pas. Et c'est un être insatisfait de la vie qu'il a, qui ne sait pas comment combler sa femme, qui ne se satisfait pas de son boulot, qui ne sait pas aimer son fils. Il lui arrive que des galères, mais parce qu'il les interprète comme des galères. Donc je n'ai pas vu la puissance de Fanta dedans non plus. Et Kadi Demba, elle a une histoire tragique aussi, donc son parcours n'est pas puissant. Il est quelquefois même misérable. Donc, par contre, Marine Ndiaye écrit très bien. C'est attractif. Je n'oublie pas le concept. Marine Ndiaye écrit très très bien. Elle a une parfaite maîtrise de la langue française et ça se ressent tout au long de l'ouvrage. On prend parfois, en tout cas pour moi, j'ai parfois pris plaisir à lire ces phrases qui sont parfois interminables. Bon, c'est pas un livre simple. Il y a beaucoup de vocabulaire, c'est très soutenu, le rythme est lourd, ça prend à la gorge. C'est peut-être ça qui est puissant dans le livre. Mais pour le reste, voilà, moi je n'ai pas aimé. Alors je vais réagir sur la puissance des femmes. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce bouquin, je vais t'expliquer, mais ce qui est intéressant en fait, c'est le jeu de l'auteur qui nous laisse découvrir en fait quels sont les personnages puissants ou pas. Par exemple, dans la deuxième nouvelle, on cherche, en fait dans le roman, on cherche les femmes puissantes. On cherche à quel moment la puissance de ces femmes, dans les choix, dans leur position et ainsi de suite, on cherche ces positions. Et comme on est centré sur certains personnages, on évacue d'autres personnages. Par exemple, sur la deuxième nouvelle, pour moi, la femme puissante, c'est la maman. C'est la maman de Rudy. Et, c'est d'autant plus particulier que il se passe une scène symbolique parce que Rudy, il a ce va-et-vient entre sa femme et sa mère. Il a un rapport assez compliqué on voit qu'il y a un non-choix. Sa mère semble être effacée, mais en fait, quand on lit entre les lignes, Marine Ndiaye montre qu'il y a quelque chose de complexe entre le fils et sa mère. Et il se passe une scène où le fils écrase une buse. Et tout au long de ce texte, en fait, il y a la symbolique des oiseaux, qu'on peut interpréter comme l'on veut, mais
en Afrique, la symbolique des oiseaux, elle est très chargée. Ça a une connotation spirituelle. Voilà. Et donc, étrangement, quand cet oiseau est tué, en fait, il se passe quelque chose entre Rudy et sa mère, comme quelque chose, une sorte de libération, et on voit en fait que le personnage puissant en fait de cette nouvelle, enfin pour moi, ça va être sa mère. Pour la première, moi la puissance je vois dans l'acte de résistance finalement de la fille qui décide d'affronter ce père un peu tyrannique qui les avait laissés. Elle ne résiste pas, elle se déplace. Ben, elle décide d'aller l'affronter sur son terrain parce que on ne comprend pas ce que cet homme fait percher sur un arbre en fait. Sauf que même en Europe, cette symbolique-là renvoie à des choses compliquées, à la sorcellerie, des choses comme ça. Donc, et elle décide, parce que ce père-là a étouffé le fils qui a évolué, son fils ne s'est pas libéré, et cette sœur vient comme se battre pour son frère. Donc voilà, il y a une puissance là qui est exprimée dans un acte. Et voilà, donc là où je ne vais pas te rejoindre, c'est que son père la convoque. Et elle répond à la convocation. Et en plus, quand son père lui demande de venir, il ne lui dit pas le motif pour lequel il lui demande de venir. Donc, quelque part, je ne pense pas que c'est une décision. Elle a dû pencher pour ou pas, est-ce que j'y vais ou pas, mais elle ne savait pas où elle allait. Donc, elle ne partait pas affronter son père. Je pense qu'elle est partie affronter ses peurs. Voir entre ce qui s'est passé, entre cette espèce de rapport à la famille un peu compliqué, voir comment elle le vivrait sur place. Mais voilà. Donc on peut imaginer aussi que la puissance se manifeste dans le fait de faire cette introspection, de s'affronter, d'affronter cette peur du père et ainsi de suite. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Pour moi, ça serait de l'envoyer paître. Ben, en fait, moi ce que je pense, c'est que c'est une femme, elle revient au Sénégal. Au Sénégal, on a une manière de faire, c'est vous n'êtes pas un bulldozer. C'est pas la peine d'envoyer par exemple paître pour montrer que vous êtes puissant ou quoi que ce soit. Tout se fait dans une certaine délicatesse et dans une certaine douceur. En fait, elle, pour moi, elle revient au Sénégal, convoquée ou pas par son père, il faut qu'elle affronte ses démons pour avancer. En cela, elle est puissante. C'est comme un ex-junkie qui se dit, je vais retourner en désintox ou je vais aller reprendre je sais pas, je vais aller sur les chemins de mon enfance pour pouvoir construire mon futur. Parce qu'elle n'avancera jamais si elle ne affronte pas ce père. C'est pour ça qu'elle a des problèmes relationnels avec même son mâle charmant, comme elle l'appelle. Elle est puissante dans ce sens-là. Parce que beaucoup préféreraient ne pas affronter les démons passés, se cacher et continuer à l'aveugler pour aller vers un futur incertain. Alors, bon, voilà, en tout cas c'est un roman qui offre beaucoup de choses. Je sais que sur la blogosphère, il y a eu des réactions très mitigées. Dans le train, on disait oui, Goncourt. Oui, mais je pense que prix Goncourt 2009, meilleure vente de la littérature 2009 aussi. Donc c'est un livre qui a été encensé lors de la rentrée littéraire 2009. C'est un livre, j'ai essayé de regarder un peu sur le net, les critiques sont dithyrambiques. Je pense que l'art d'écrire de Marine Ndiaye y est pour beaucoup. Simplement, l'auteur est métisse. Hein. Et voilà, elle est métisse. Elle a aussi... il y a une part, c'est une interprétation, mais il y a une part autobiographique dans ce livre parce que, pareil, elle a vécu un abandon dans sa jeunesse. Et ce livre a fait couler de l'encre à cause de ça. Donc, pour pouvoir dire qu'on a lu un prix Goncourt, lisez-le. C'est important. Non, je ne peux pas te laisser dire ça. Je n'ai pas du tout. Ok, on doit avancer, mais en tout cas, faites. Vous n'avez pas dit. Si, on le conseille parce qu'il faut quand même lire Marine Ndiaye. C'est pas celui que je recommanderais en premier. C'est pas son meilleur livre. Voilà, moi j'ai lu Rosie Carpe. J'ai trouvé Rosie Carpe plus intéressant. Après, un auteur, il a ses moments de faiblesse ou pas. Autre moment de faiblesse. En tout cas, lisez-le pour découvrir les femmes puissantes. Elles ne sont peut-être pas là où on le pense. Et voilà, bonne découverte en tout cas. Aurélie, je te propose d'aborder d'autres femmes puissantes.
Elles le sont, non, Aram et... Si tu veux. Alors, celles qui attendent de Fatou Diom, Oui. qui va être Donc je présentée vais par vous parler de celles qui attendent de Fatou Diom. Donc on va rester au Sénégal. D'ailleurs, on a fait le choix du Sénégal aujourd'hui car on a deux livres. Donc on va rester au Sénégal. Donc avec l'histoire de deux femmes, donc puissantes ou pas, hein, c'est la question. Donc Aram et Bounia en fait. Et à travers ces deux femmes en fait, on découvre l'histoire de famille en fait. Donc d'un côté il y a Aram qui a une histoire particulière, qui s'est retrouvée mariée finalement jeune à un monsieur qu'elle n'avait pas choisi. En gros ses parents ont décidé de son union et comme ça elle est dans une relation avec ce mari et elle fonde une famille dans laquelle elle se reconnaît pas en fait. Donc finalement elle subit sa vie. D'autre côté il y a Bounia qui est, je peux dire, sa meilleure amie des galères hein, au final. Puisqu'elles se confient, elles se voient tous les jours, elles n'ont pas d'activité professionnelle comme on pourrait entendre ici, mais en tout cas elles se retrouvent tous les jours, exposent leur vie, voient comment elles pourraient à leur niveau changer le monde, hein, tout au moins changer leur vie. Donc il y a Bounia qui est de l'autre côté qui a une vie également particulière parce qu'elle est dans un mariage polygamie, donc elle est la deuxième épouse, donc à cette époque, elle est vraiment la perle rare du monsieur, elle est chouchoutée, elle est adorée, et puis bon, Il y en a une troisième qui arrive. voilà, il y a toujours la troisième en fait, peut-être déjà la quatrième. Donc il y a la troisième qui arrive, elle se sent comme ça un peu délaissée, sachant que toujours, enfin, alors toujours, je ne sais pas, j'ai pas vécu de mariage polygamique, mais il y a toujours cette idée de concurrence en fait, entre la première, ce qu'ont fait les enfants de la première, qu'est-ce qu'ils apportent, il y a toujours cette idée de jalousie. Et en fait, l'idée justement de Bounia est en fait puisque les enfants de la première épouse, en fait, ils sont allés en Europe, ils ont, si on pourrait dire ici, puisqu'ils arrivent à revenir au village, du moins avec des vivres, une façon de parler, de l'argent en fait, et ils se remarquent en fait, ils rentrent pour faire du bling bling. Qu'est-ce qu'on a ramené, qu'est-ce qu'on a donné en fait, et du coup ils font des envieux. Donc Bounia, elle a comme ça l'idée, elle aussi, de... on est présent. Hein. Elle a comme ça cette idée aussi de faire en fait que ses enfants aillent en Europe. Le seul bémol, c'est que d'une part, les enfants de la première épouse ont fait des études, du moins ils ont une certaine culture au niveau intellectuel, et elle, ses enfants, finalement, ils se contentent de vivre en fait de tout ce qui est pêche et de petits métiers, si on peut dire. Donc la solution qu'elle a trouvée, en fait, c'est de faire... émigrer en fait ses enfants et également les enfants de Aram, donc du coup sa meilleure amie, en Europe en fait, par on va dire de façon clandestine hein, pour le dire tout simplement. Et alors là, du coup elles se mettent à attendre. Parce que dans le titre hein, finalement, elles attendent parce que les garçons ils sont partis, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, ont-ils du travail, est-ce que finalement cette Europe dont elles rêvaient c'était finalement la meilleure solution. C'est ça en fait. Donc, qu'est-ce que tu as aimé dans ce roman? Qu'est-ce que moi j'ai aimé dans ce roman en fait, c'est déjà la construction du roman. Donc j'ai beaucoup aimé la construction du roman et après il y a comme ça une histoire quand même qui ne nous tient pas au trip, mais on a quand même comme ça de la sympathie pour les personnages parce que comme je disais à travers ces deux femmes, on apprend l'histoire dure en fait finalement des familles et peut-être qu'à ce sens, je pourrais dire qu'elles sont puissantes parce que de leur propre histoire, en fait, elles évitent que leur propre histoire se répète, en fait. Elles arrivent à tirer le meilleur de ce qu'elles ont vécu. Donc, en cela, moi, je trouve que c'est des femmes plutôt braves et elles sont comme ça prêtes à sacrifier leur existence, finalement, pour que leurs enfants, eux, existent. Donc, pour moi, ce sont de braves femmes, en fait. Je ne sais pas comment tu l'as vécu toi, ce livre. Alors, je trouve que c'est un roman remarquable, déjà qui explique un petit peu la cause de l'immigration. Alors, les choix de ces femmes peuvent être discutables parce que ça part, en l'occurrence là, ça part d'une concurrence. Hein. Mais bon, il y a la misère, et oui, c'est la jalousie, mais il y a de la misère sur l'île. Alors, il faut dire que ça se passe sur une petite île sérère. Tu ne me contrediras pas, hein, où les bouges, parce que Fatou Diom de New Dior, oui, alors c'est une île sérère qui se trouve en face de Chiffer. Voilà. Et il y a beaucoup d'aspects qu'elle a connus elle-même, hein, et qu'on retrouve dans son dernier livre, de nouveau. D'accord.
Et ben effectivement, et donc on est sur une île où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Et les mamans, ces deux amies en fait cherchent une porte de sortie, et la réussite insolente des fils de Bounia en fait va être une sorte de moteur pour Bounia, pour des mauvaises motivations. Parce que Bounia en fait est en compétition avec sa première épouse, une première épouse qui est très douce, très posée, qui est très aussi, hein. Oui, mais Bounia cherche à s'accaparer le mari. Elle sait qu'elle a les enfants qui sont là, qui rapportent le pain, qui rapportent et ainsi de suite. Donc, voilà comment ces femmes vont envoyer leurs enfants à traverser la Méditerranée, l'Atlantique, pour pouvoir émerger. Et toute la narration va tourner à la fois autour de l'attente des mamans, mais aussi des épouses. Et donc chaque regard en fait de ces femmes qui attendent va être magnifique. Entre l'épouse qui attend et qui voit celui qu'elle a laissé revenir plusieurs années après revenir avec une européenne, et il est obligé de jouer le rôle de la sœur, et la maman qui ne voit pas son fils revenir. Donc le fils qu'elle a laissé partir, tout au moins il revient, c'est un homme en fait, il est complètement changé parce que vu la situation qui se produit après à la fin, je sens vouloir tout dévoiler en fait. Personne ne s'attendait à ce qu'il réagisse comme ça, du moins le fils d'Aram. On s'attendait vraiment à une situation dramatique. Enfin, elle voyait le chaos et finalement, on ne sait pas. Alors, il y a vraiment... Ça explique aussi l'attente. C'est-à-dire, quand on lit ce roman, on a quelqu'un qui ne connaît pas le visage de l'immigration. On n'en a qu'une vision des immeubles, des gens qui ont... voilà. Ils vont voir ces gens qui ont aussi des personnes qui attendent quelque chose. Des personnes qui se sont battues pour les envoyer. Le poids du devoir, quelque part. Oui, ce que je veux dire, ces familles qui attendent après une seule personne qui va aller dans cet Eldorado et qui supposé Eldorado et qui va porter la charge de toute une famille, et à quel prix aussi, parce qu'elle parle un petit peu dans le livre elle parle un petit peu dans ce livre du parcours des enfants quand ils arrivent, ou pas du tout? Disons qu'il y a un regard de toute façon, puisqu'ils sont sans papier, donc voilà, donc certains qui rentrent en fait, certains qu'ils ont croisés en Europe qui rentrent et du coup qui n'osent pas vraiment dévaler aux parents quand les parents demandent leur réalité. Mon fils, voilà, ils embellissent un peu finalement l'histoire, mais au fond il dit voilà, me voyez-vous dire qu'ils ont dormi dehors cette nuit, ils n'avaient pas de quoi manger, j'ai dû les héberger, voilà, il maquille un peu, oui ça va, ça se passe plutôt bien, il se débrouille, mais c'est plutôt là qu'on apprend des histoires en fait de la dure réalité de là où ils sont. Alors c'est un très beau roman au niveau de l'écriture. Oui, mais il faut parler aussi du texte, hein, et il faut dire que Fatou Diom écrit très très bien, ça se lit très vite, et c'est aussi, il y a donc ce rapport de ces mamans avec leurs époux, hein. On voit par exemple Aram qui vit avec son mari handicapé de guerre, et on croit qu'il n'y a pas d'amour dans cette affaire, et puis on découvre sur une phrase, on voit qu'il y a quelque chose de très fort. C'est magnifique, au moment du décès du mari, c'est magnifique, ça c'est extraordinaire quand même. Donc, on a là un très beau texte que personnellement je recommande sans hésitation et qui donne vraiment aussi, qui permet de parler de cette immigration-là, même si pour moi c'est pas un roman africain dans le sens où c'est plus un roman lié à l'immigration et des rapports entre les deux, et vraiment c'est pour comprendre un petit peu les enjeux. Vraiment, n'hésitez pas à découvrir ce magnifique texte de Fatou Diom. Voilà. Et on va terminer avec Léonora Miano. Là aussi, on est donc, on a quitté l'Afrique. D'ailleurs, dans le cheminement, nos romans
partent de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, et puis hop, on traverse, et là on est à Paris, 12 pour Élise. Léonora Miano a eu le prix Goncourt des lycéens il y a 4 ans, son roman Contour du jour qui vient. Voilà. Et là, c'est donc un roman qui sortait un peu après la suite africaine, qui avait lancé un petit peu Léonora Miano, donc L'intérieur de la nuit, Le Contour du jour qui vient et Les aubes écarlates. Elle écrit un roman sur ses copines. C'est un roman sur ce qu'on appelle les afro-bobos. Hein, les afropéennes, donc j'en ai 2 à côté de moi. C'est vraiment, si vous voulez savoir en fait comment Aurore et Aurélie, et même, non, tu ne te reconnais pas dans les afro-bobos. D'accord. Mais, non, mais au moins, comment les Africaines vivent à Paris, leurs challenges, leurs amours, c'est vraiment, il y a un vrai plaisir, j'ai eu vraiment un vrai plaisir à lire ce roman parce que c'est un roman d'abord qui est très musical, dans le sens où c'est écrit sous forme de chapitres avec des introductions, avec un texte, avec une référence musicale à la fin, souvent soul, parce que Léonora Miano est souvent très influencée par la culture américaine, donc des influences souvent soul ou jazz. Et 4 femmes, en fait, racontent un petit peu, 4 amies, les Bigger Than Life, hein, donc tout un programme, des copines, en fait, qui racontent leurs déboires, leurs joies, avec leurs hommes, avec leurs frères, avec leur mère. Et elle nous fait rentrer dans un univers de femmes africaines qui travaillent, qui ont un emploi de cadre, et elles nous racontent leurs petites misères, leurs petites joies. Si vous connaissez ce qu'on appelle la chiclite, on pourrait penser que ce roman pourrait être classé dans cette catégorie-là que les Américains ont défini pour décrire tout ce qui touche à la littérature des femmes en milieu urbain, donc ce qui a donné les Sex and the City, le journal de Bridget Jones. Mais il y a une dimension littéraire beaucoup plus, quand même très forte dans ce roman. Les choix sont très forts, la musique du texte est là, et surtout, elle nous fait vraiment découvrir des personnages auxquels on s'attache. Akasha, l'antillaise, Chalet et sa sœur qui est plutôt camerounaise, ou encore Amaoro, qui est une femme qui est un peu qui est forte et qui est confrontée à l'amour de son mari, avec des complexes, des choses, des questionnements, et on se retrouve tous plus ou moins dans les questionnements de ces femmes. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que naturellement il me parle des filles et ce qu'elles se disent dans leur petit coin quand elles se retrouvent en after work. Ben voilà, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas ce que tu en dirais. Qu'est-ce que vous en diriez? Ben moi, ce que j'en dirais, c'est que ça aurait pu s'appeler Quelques femmes puissantes, parce que justement ça parle de femmes indépendantes, financièrement indépendantes, de femmes assumées, de jeunes entre guillemets executive women, hein, dans un monde qui ont une double identité culturelle quelque part, parce que qui sont originaires d'Afrique, qui pour certaines d'Afrique ou des Antilles, qui y sont nées ou pas, et qui évoluent aujourd'hui dans une société européenne dans laquelle elles sont parfaitement intégrées, elles travaillent, elles sont cadres, comme il l'a dit Réassi tout à l'heure. Et à côté de ça, elles ont cette identité, cette double identité culturelle complètement assumée. Elles ont autant envie de manger des bananes plantains que de se faire un japonais et une partie sushi. Donc voilà, on sait à quelle heure on y rentre et on ne sait jamais à quelle heure on en sort. Nous, les Africaines,
africaine, on a un rapport aux cheveux assez particulier parce que, bon voilà, des fois on en met des vrais, des fois des faux. Bon, il se passe pas mal de choses. Et c'est des femmes qui assument toutes ces contradictions-là et qui en parlent. Moi, je trouve que Léonora Miano, ça a été mon premier livre chroniqué au Palabre. C'était notre première Palabre. Et j'ai trouvé que Léonora Miano avait réussi à aborder plusieurs thèmes qui semblent légers mais qui ne le sont pas finalement, oui, de manière voilà, le sexe par exemple. Voilà. À l'intérieur, il y a par exemple une jeune femme qui va faire un acte sexuel à son compagnon, qui va pas comprendre pourquoi elle lui fait ça et qui va vivre, qui va très mal le vivre en fait et qui va même mettre leur relation en péril parce qu'il va se dire mais pourquoi elle m'a fait cette chose-là? Ça veut dire qu'elle est très expérimentée, ça veut dire que c'est pas la femme sage que je connais. Est-ce que je peux me mettre en couple avec elle? Et en fait, elle met le doigt sur toutes ces espèces d'interrogations qu'on dit parfois ou pas du tout à voix haute, mais de manière légère. Et donc c'est un très beau livre qui est dans l'air du temps, je trouve. Moi je le recommande. Il y a une très bonne humeur dans le livre, mais c'est du Léonora Miano. Donc à un moment donné, il y a toujours un moment où on se prend une claque avec cette romancière. Et je le lisais avec beaucoup de joie et de plaisir. Et à la fin, naturellement, il y a le coup de batte de baseball qu'on reçoit. Mais bon, c'est du Léonora Miano, c'est toujours musclé, même quand on croit que c'est doux. Oui. Donc c'est vraiment un texte... C'est doux mais épicé en fait. Et il faut écouter la bande musicale, c'est intéressant de faire cet exercice. Il y a des auteurs en tout cas qui donnent envie de le faire. En le lisant, essayez de taper un peu sur YouTube pour écouter la musique, ça retranscrit des atmosphères en fait. Et on n'est pas obligé d'être imprégné de littérature africaine ou même des Afriques pour comprendre ce livre. Par contre, ça vous donnera peut-être envie de découvrir les bananes plantains pour ceux qui Voilà. On recommande à 100%? Oui. Ou à 300%. Et on va avoir le plaisir donc d'échanger avec cette jeune auteure. C'est son premier texte publié aux éditions L'Harmattan. Premier texte, mais ce n'est pas sa première... elle a une longue histoire avec l'écriture. Et nous aurons sûrement l'occasion de voir d'autres textes publiés, puisque, comme je me l'expliquais, alors on va vous voyez se tutoyer? Tu peux me tutoyer. Ah d'accord, on va se tutoyer, peut-être à l'aise, dans l'esprit des palabres. Alors n'hésitez pas, n'oubliez pas que c'est une palabre. Donc sous le pas le cocotier, hein, mais sous le manguier, on interrompt, comme le fait très bien monsieur. Donc voilà, c'est une trilogie et je vais juste faire la présentation et ensuite on va rentrer. Donc ce texte nous invite à découvrir un petit peu la jeunesse dorée du Sénégal au travers d'un personnage central qui s'appelle Noubou Woné, qui est fils d'un ministre, d'une femme ministre, d'une femme puissante, par son poste en tout cas, et d'un diamantaire. Donc il appartient à la haute société sénégalaise et qui vit dans un milieu, donc dans ce milieu-là de jeunes adolescents. Il a 16 ans et ce groupe s'appelle les Oranges Mécaniques. Donc naturellement, ça fait écho à chacun d'entre nous. On pense à Stanley Kubrick. Donc déjà, dès le départ, on est dans un univers qui nous ouvre pas mal de possibilités. Et donc, comme dans Orange Mécanique, on rentre dans cet univers d'une jeunesse un petit peu délurée, qui peut tout par le pouvoir de l'argent, et surtout qui vit en vase clos. Hein. Donc les Oranges Mécaniques veillent sur les Oranges Mécaniques, en particulier les jeunes filles des Oranges Mécaniques entourent le cercle d'adolescents parce que c'est eux
qui pourront pourvoir à la future sécurité sociale. Voilà, j'aime bien, c'est assumé, c'est dit de manière, c'est d'ailleurs très étonnant. Et Nourou tombe amoureux d'une jeune femme qu'il rencontre à un bar, une jeune Sénégalaise du nom de Garmi, qui visiblement est une prostituée, mais qui est étudiante. C'est une escort girl en fait. Non, ça c'est quand tu as fini le bouquin que tu sais que c'est une escort. Parce qu'on va nous faire la définition, on va voir les différentes nuances entre escort girl. La prostituée, l'escort girl, la pute, la oui, le mal. Elle dit bien qu'elle est classe et tout ça. Voilà. Et donc, pas le trottoir. le premier volet en tout cas nous met en scène cette relation un peu non conventionnelle dans cette espèce. Conventionnelle, fait de haut et de bas. Dans le premier tome, ça permet de mettre en place les personnages, de parler des Nourou, de cette rencontre et de la manière insidieuse qu'a Garmi de s'accaparer toute sa vie. Il l'a rencontré, c'est un coup de foudre, carrément. Et il a eu son coup de foudre et il se trouve qu'il sait qu'il ne pourrait avoir cette femme qu'en déboursant de l'argent. Ben, il s'est dit, je vais débourser de l'argent pour l'avoir. Ouais. Et là, le premier tome, et au fur et à mesure, c'est-à-dire... C'est ça, le premier tome, il s'appelle L'Orchestre et l'enfant, parce que Nourou est un enfant. Dans le premier tome, il perd sa virginité, il devient un adulte. Donc sa relation avec Garmi lui permet de s'affranchir des liens sociaux, de son entourage. Et l'orchestre, en fait, c'est toute la bande d'orage mécanique qu'il y a derrière, qui fait du bruit, qui fait du tapage, etc. Et lui, l'enfant, l'orange mécanique la moins orange du groupe, en fait. L'orange est la plus rationnelle. Alors, cette orange singulière, qu'est Nourou, en fait, va donc défie le groupe. Il a un ami qui s'appelle, c'est un ami en parenthèse, en fait. On appelle l'ami. Et là, on se demande pourquoi Sokna Ndao ne lui donne pas un nom à cet ami, mais tout ce qui est bien dans ce roman, c'est que tout est posé, tout a un sens. Donc l'ami en parenthèse, on va avoir la clé dans le deuxième volet du pourquoi il est un ami, entre guillemets. Mais c'est un jeune charismatique, junior, et c'est ce jeune homme qui essaye de pousser Nourou dans ses retranchements en lui disant: tu ne peux pas entretenir cette relation avec cette jeune fille, tu n'as pas besoin de payer pour coucher, nous avons suffisamment de rats pour attirer les filles du collège. Et puis de leur milieu, normalement, les filles courent après, donc on a même ce qui est génial avec Junior, c'est que vous avez remarqué que chacun a son vocabulaire, chacun a son voilà. Nourou, c'est un vocabulaire très châtié, et Junior, quand même, qui est l'orange la plus flinguée, c'est le chef de groupe. Il est quelqu'un de très charismatique, mais de très menaçant. C'est-à-dire c'est le chef, c'est le leader du lycée, parce que tout simplement, il en sait beaucoup de choses sur tout le monde. Et il arrive à se faire respecter parce qu'il sait beaucoup de choses. Il utilise tous les moyens possibles, le chantage, il est horrible avec sa petite amie. C'est un manipulateur, il est machiavélique. Il est horrible avec sa petite amie qu'il traite comme si ça était, voilà, rien à cirer. Bah, lui, Nourou représente pour lui un phare. C'est-à-dire Nourou est l'orange la moins flinguée. Donc si Nourou est là et se comporte de cette manière-là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Ils sont tous perdus. Voilà, ça veut dire qu'il est aussi perdu que moi. C'est pour ça qu'il lui a dit une chose, et Nourou, lorsqu'il le pousse dans ses retranchements, Nourou n'arrive à dire qu'une seule chose, en fait, je veux la revoir. Et là, il le regarde, il dit, bah, c'est la connerie des relations humaines, tu peux rien en fait, et c'est moins logique que de savoir résoudre les relations romantiques. Bon, ça c'est une discussion qu'on a eue dans la rue sur l'importance des mathématiques. On ne va pas y revenir, mais alors là-dessus, donc on a donc un scénario assez classique finalement de ce point de vue-là, c'est-à-dire une personne qui n'appartient pas à un milieu et qui n'essaye pas de rentrer dans le milieu, mais qui fait tâche. Donc cette Garmi qui vient d'une famille très pauvre et ainsi de suite. Alors la force du roman va être de construire donc tous ces personnages, savoir pourquoi
pourquoi Nourou s'attache à cette fille, et on voit en fait toute le vide existentiel de cette jeunesse, et c'est ce qui transparaît pendant toute la trilogie, et même auprès de personnages plus grands qu'on va avoir. Alors c'est ce regard-là que tu voulais, que tu as de cette jeunesse qui est vraiment celle des fils de ministres au Sénégal. C'est vraiment cette vacuité de ce pourcentage de personnes. C'est le fait de se rendre compte c'est un spleen existentiel qui est là, qui se développe à l'adolescence par exemple, et qui, quand ils deviennent adultes, grandissent, parce que Nourou est une version adolescente de beaucoup d'hommes puissants. Comme Khadija, un autre personnage, est une version adolescente de beaucoup de femmes puissantes qui vont devenir puissantes parce que tout simplement ils sont partis dès le début avec les cartes qui vont les permettre de mener le Sénégal comme ils le voudraient dans une dizaine ou une quinzaine d'années, parce qu'ils vont faire des études dans l'endroit qu'il faut, ils vont avoir les diplômes qu'il faut, ils ont déjà l'héritage qu'il faut pour se construire les sociétés qu'il faut. Alors, si tout ça se dessine autour d'une certaine vacuité, s'il y a ce spleen existentiel, il faudra aller rechercher des plaisirs qui n'existent, qui ne peuvent pas s'offrir. Donc Nourou, il est vide, mais il est totalement conscient qu'il est vide, quoi. Il n'essaie pas de se chercher une identité ou quoi que ce soit, à la différence du junior qui essaie de remplir son vide. Alors, je vais laisser Aurélie poser une question, enfin, qu'on poursuive l'échange, mais j'avais une question sur la musique. Ouais. Donc, dans cette première phase et dans la deuxième phase de la trilogie, il y a donc des références musicales qui sont assez étonnantes. Enfin, étonnantes parce qu'on n'est pas habitué. Alors, c'est des références à Kurt Cobain, à Nirvana, à U2, oui, Guns N' Roses. Alors, moi, ça me rappelle MTV quand je regardais ça en 92 à Brazzaville. Je me dis, waouh! Comment t'es venu le fait d'introduire cette influence musicale-là, très connotée? C'est dans le processus d'écriture en fait. Parce que toutes les chansons qui sont dans Magenta, ce sont des chansons qui m'ont marqué par leur texte. C'est-à-dire, et aussi par le vécu de la personne qui les a chantées. On sait que Kurt Cobain s'est suicidé parce que tout simplement il s'est rendu compte que le succès n'était pas fait pour. Il y a beaucoup de personnes suicidaires dans Magenta. Vous prenez l'exemple des Guns N' Roses, leur leader Axl Rose, qui a la réputation d'être l'homme le plus violent et le plus de la scène rock. Il y a un chapitre qui est introduit par November Rain, et c'est juste en écrivant, il y a quelque chose qui vous prend au trip, qui ne vous lâche pas. Il y a une mélodie qui est là, elle vous suit, elle vous hante, et tout à coup vous dites, je ne peux pas écrire ce texte sans l'y avoir mis, parce que ce texte a son sens, parce que tout simplement cette musique m'a mené à réfléchir sur ce sujet-là. Donc là, si vous prenez Master of Puppets, qui est une des meilleures chansons de Metallica, ça parle de l'essence de ce que la drogue nous fait. Et Garmi, en quelque sorte, est la drogue de nous. C'est-à-dire, il le dit lui-même, c'est quelque chose, c'est comme un poison qui s'infiltre dans mes veines et dont je ne peux pas me débarrasser. Voilà. D'accord. Donc je vois que vous êtes, enfin tu t'y connais très bien, parce qu'il y a des vraies citations. D'ailleurs, chaque livre est lancé avec une phrase de Frank Zappa. C'est un nom que je connaissais, mais j'ai dû aller faire une recherche sur Wikipédia pour savoir pourquoi on le cite. Mais c'est toujours des phrases qui sont assez fortes. L'esprit est comme un parachute, s'il reste fermé, on s'écrase. Que votre merde prenne vie et vous embrasse le visage. Donc bon, il y a Frank Zappa, pour toi il a marqué l'histoire de la musique quand même. C'est quelqu'un, c'est pas un chanteur à bout de quoi.
C'est un mec qui en a fait, qui avait le courage de le dire devant tout le monde, qui, voilà, moi il me fait très rire. C'est-à-dire, quand je regarde des interviews de Frank Zappa sur Internet, quand il dénonce la société de consommation américaine et tout, chaque phrase a son sens. Par exemple, l'esprit c'est comme un parachute. En fait, c'est juste Junior qui est en train de faire, le meilleur ami de Niro, qui est en train de faire le plus bad trip de sa vie, qui a pris la mauvaise drogue et qui monte dans des sphères où toutes ses angoisses commencent à lui prendre au trip et il se dit je vais mourir. Et c'est là où, voilà, pour moi, l'esprit, c'est son esprit là où il est arrivé comme un parachute, ben, ça va se fermer, il s'écrase. C'est très drôle et ça a eu aussi ses passages. Moi j'avais une question classique qu'on a dû vous poser tout le temps, mais c'est pas grave. Pourquoi choisir 3 tomes? Pourquoi faire une trilogie? Pourquoi ne pas avoir compilé ça en un seul livre, en découpant ça plutôt en chapitres? C'était un choix? C'est mon éditeur qui a choisi de sortir en trilogie parce qu'il trouvait ça important. D'accord. D'accord. Alors, Toujours moi dans le même sens qu'Aurore, en fait, donc merci pour la question parce que tu l'as déjà anticipé. Donc du coup, moi j'allais dire, en fait, c'est marrant parce que on en avait parlé un tout petit peu quand on s'était rencontrés. En fait, je trouve que les 3 opus en fait peuvent se lire séparément. Alors peut-être que tu me contrediras. Et pour moi, en tout cas pour ma part, de la lecture que j'ai pu faire, alors sans connaître forcément toutes les références musicales, parce que moi je suis pas allée fouiller chaque fois qui était qui, parce que j'ai pas du tout cette culture musicale là, mais sinon ça ne m'a pas du tout freiné à la lecture. Par contre, où étais-je? Peuvent se lire différemment. Voilà, peuvent se lire différemment et je vais la... Merci beaucoup. Et du coup, voilà, le 3e opus, je trouve en fait que c'est pas une répétition de ce qui a été dit avant, mais je trouve que le 3e opus, en fait, il est le plus intéressant. Ouais. C'est là, en fait, qu'on donne pas juste la justification de la ce qui trilogie, s'est la fait, chute. mais voilà. C'est la chute. Bah, le truc, c'est que ce troisième opus, on m'avait posé la question hier, comment j'ai... Bah, je l'ai écrit en une nuit, en fait. Parce que ça m'a beaucoup travaillé. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque j'ai imaginé l'histoire, parce que c'est d'abord toujours imaginer l'histoire, camper les décors, en fait, tout tourne dans ma tête comme au cinéma. L'histoire, je l'ai vue par 3 personnages différents. Donc l'histoire, Nourou pouvait la raconter, Garmi pouvait la raconter, le personnage surprise du 3e pouvait raconter. Alors, je me suis dit, mais qui est-ce que je vais choisir? Alors le troisième tome me permet de revenir sur les 2 premiers et d'expliquer, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui n'ont pas compris, les indices disséminés par-ci par-là. Parce que si tu prends le personnage surprise, c'est Zacharias, en fait, même la rencontre de Nourou et de Garmi dans le 1er tome, il y a un avant. Pourquoi elle l'a rencontré et pourquoi ce jour-là, il lui a dit clairement, si tu veux m'avoir, avance l'argent. On comprend, voilà, ça explique tout. Mais moi, en fait, je trouve que, alors, mais ça c'est mon ressenti en moi, je trouve que justement, dans ce sens-là, il y a plus de profondeur, en fait. Comme je disais, j'avais pas, moi, de lire d'abord le 1, le 2, le 3, et finalement, je me dis, j'aurais dû commencer par le 3. Comme ça, faire un peu comme une espèce de, je sais pas, quel film ils ont commencé. Tu voulais avoir la solution tout de suite, en fait. Non, mais tu sais, genre, je sais plus quel est le film qu'ils ont d'abord produit, après ils ont reproduit avant, genre... C'est la guerre des C'est plutôt dans ce sens-là que je l'aurais fait. Je pense que là, ça m'aurait plus accroché, je pense, plutôt. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi, je me demande... Je posais une dernière question. Pourquoi avoir choisi de parler de vide? Vous n'avez pas eu peur de la déjà, vous avez abordé le thème de la prostitution, mais vraiment voilà, dans le détail. Avoir choisi un enfant déjà pour... pourquoi ne pas avoir fait parler un adulte? Zacharias, c'est l'adulte dans l'histoire. Dans le dernier Dans le dernier tome. Mais dans ma tête, c'est un volume, c'est pour ça, je suis désolée. Zacharias est l'adulte et il raconte sa relation avec Garmi en tant qu'adulte, c'est-à-dire ce jeu de pouvoir, de domination. Nourou est l'adolescent et pour moi, c'est-à-dire il n'y a qu'un adolescent pour ressentir autant d'amour désintéressé
pour une fille. Parce que Nourou, comment il pense à 16 ans, ce ne sera pas la même chose à 20 ans, ce ne sera pas la même chose à 30 ans. Par exemple, là, le statut social de Garmi, même s'ils peuvent se marier ou pas, ça lui est complètement égal. Mais à 25 ans, il faut de l'innocence en fait. Il faut de l'innocence. Il fallait son innocence parce que Garmi, dans des conditions désastreuses, a perdu son innocence. Donc c'était c'était vraiment son... Il a été le moyen vraiment pour elle de renoncer à cette vie-là et la réconcilier avec elle-même. Et il a été un pansement. Alors, comme on a une troisième partie qui nous permet de libérer, permettre à la salle de libérer toute l'énergie sur le sujet, je vais introduire cette troisième partie avec quelque chose de très fort que vous dites, parce que tu présentes chaque personnage en fait, et quand tu travailles sur Garmi, tu vas expliquer pourquoi elle est devenue une escort girl, hein, parce qu'on va avoir des définitions différentes entre le sujet. Donc, avant de poser cette question, j'aimerais quand même dire quelque chose qui est important. Ce livre souffre d'un aspect, d'un point, et j'aimerais qu'il ne vous décourage pas de le lire quand même. C'est que le travail d'édition de l'Harmattan n'a pas été fait. Donc ça fait qu'on peut être gêné par certaines coquilles qui sont dans le texte. Mais je vous assure qu'en tant que lecteur, quand on dépasse ces coquilles-là, vraiment il y a quelque chose, il y a une construction, il y a un texte qui est très bien construit, avec des rebondissements, et vraiment la découverte d'un milieu que moi j'ai vécu proche d'une jeunesse dorée au Congo-Brazzaville, mais là j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, parce que c'est pas ma génération. Garmi, en fait, vient d'un milieu très pauvre, et donc de ce point de vue-là, et elle explique son choix de on va dire de livrer en fait son corps, parce que au départ c'est pas de mettre à disposition son corps, parce qu'au départ c'est pas le choix, c'est pas de se prostituer, elle se retrouve embarquée dans une affaire et puis voilà, mais elle décide ce choix dans le refus d'être mariée, d'être la seconde épouse que son père a prévu, voilà. Et donc on retrouve là une thématique, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, on passe de thématique en thématique dans ce roman, et là je me disais je ne m'attendais pas à avoir un truc sur la condition de la femme au Sénégal, même si on a Et là, on a un truc extrêmement violent. Des femmes qui se prostituent pour échapper, parce qu'elles n'ont pas les moyens, pour échapper à la polygamie. Vous avez au Japon, d'ailleurs, un phénomène qui s'appelle l'Enjo Kozai. Ce sont des jeunes lycéennes qui ont entre 15 et 16 ans, qui se mettent avec des hommes beaucoup plus âgés, des cadres supérieurs, tout simplement parce qu'elles veulent paraître. Elles veulent s'acheter de jolis sacs, parce que là-bas, en Asie, Japon, Corée du Sud, et Chine, c'est la culture de la marque. Il me faut un sac Vuitton, il me faut ceci, il me faut cela. Vous allez au Sénégal, ce qui se passe, c'est que chez nous, on a un terme qui s'appelle maran. Le maran, c'est très simple. Vous êtes une jeune fille très belle, vous avez 4 petits amis et chacun provient d'une certaine manière à vos besoins. Voilà. Donc la personne, il y a toujours la personne qu'on aime, bien sûr, qui est très pauvre, qui n'a rien. Le choc. Voilà, le choc. Vous avez toujours la personne qui va vous acheter des chaussures, le chic. Le chic. Non, le chèque. Ah, le chèque, oui. Et la personne avec qui on sort en société. Et la personne avec qui on sort en société parce qu'elle présente bien, le mignon garçon et tout. Et quand et c'était toujours dans les salons de coiffure à Dakar où vous voyez comment ces filles arrivaient à jongler d'une manière extraordinaire parce qu'il fait sacrément plus. C'est de la polyandrie, ça. C'est ça. Mais toujours, elles vont se marier avec celui qui a de l'argent, bizarrement, parce que la mère va lui dire ne perds pas ton temps avec celui qui est beau, celui que tu aimes. L'homme doit aimer plus que tu l'aimes dans le mariage. C'est comme ça que les mères dakaroises conseillent leurs filles. Je dis précise dakaroise avant de me faire allumer au Sénégal. Ce qui se passe, c'est que Garmi, j'ai vécu en Italie et j'avais remarqué, il y a une certaine forme de polygamie en Europe. C'est-à-dire, les Sénégalais qui sont immigrés en Italie, on les appelle des moudou-moudou. Des moudou-moudou.
Alors, ces moudou-moudou-là, lorsqu'ils arrivent, c'est comme tu disais dans le roman de Fatou Diop, lorsqu'ils arrivent, c'est le bling-bling. Regardez, j'ai une jolie voiture, j'ai mis 4 étages pour mes parents, je suis trop bien. Et tout à coup, vous allez avoir toutes les personnes qui vont dire, mais pourquoi tu ne t'épouserais pas ma fille? Parce qu'il y a la dot aussi. C'est un échange de bons procédés. Alors Garmi, elle, qui veut faire ses études, qui a 18 ans à cette époque, qui est la fille la plus belle de son père qui la regarde et dit, bah, tu ferais une excellente troisième épouse à mon ami là-bas, qui est la personne qui a le même âge que son père. Donc elle dit, bah, mais d'abord, ce qu'on va faire, ce mec, il est intéressé par une seule chose, mais en fait, je ne vais pas le faire la première fois avec ce mec-là, c'est tout. Et elle va s'embarquer dans une histoire complètement rocambolesque et elle va rencontrer la mauvaise personne. Et voilà. Alors, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce roman, vraiment. Et hier, on a enregistré une émission hier et on n'avait pas le temps de voir tous les sujets. Mais ça nous permet de rentrer sur ce thème. Donc, sur la dernière phase, donc le piment des palabres, le petit piment. Donc, on lance la bombe et puis après, vous vous débrouillez avec. Mais en tout cas, vous êtes appelés à réagir. Donc le sujet, c'est, enfin, aujourd'hui, nous pensons que, enfin, est-ce que les femmes peuvent se passer des hommes? Alors, j'ai dit aux filles, je fais juste le lancement et puis vous gérez après, parce que je me suis fait allumer au salon du livre, je ne le ferai pas une deuxième fois. Mais voilà, le sujet, c'est un peu ça. Finalement, aujourd'hui, dans le roman de Leonora Miano, il met assez bien en scène des femmes qui veulent vraiment s'émanciper s'émanciper. Voilà, là, elles veulent s'émanciper. Oui, ça commence mal. Voilà, comment vous vous situez par rapport au sujet justement, on voit des femmes étouffées dans la plupart de ces portraits. Ce qui se passe dans Magenta, ce qu'un homme réussit à faire de Garmi, c'est pénible. Mais même ce que fait l'adolescent de cette fille, même s'il a des sentiments entre guillemets chevaleresques, il la traite quand même comme une chose. Voilà, donc, mais elle n'a pas les moyens de ça. Donc la question aujourd'hui, c'est voilà, comment est-ce que les femmes peuvent se passer des hommes, même quand elles sont accomplies professionnellement? Non, surtout quand elles ne le sont pas, parce que c'est un peu la thématique de Garmi quelque part. On va dire que c'est par pauvreté, entre guillemets, pour échapper à un destin c'est une question ouverte au public, tragique, mais elle va se lancer dans la prostitution. Donc la question qu'on se pose, c'est aujourd'hui, dans la société telle qu'on la connaît, ici ou ailleurs, est-ce que les femmes peuvent se passer des hommes? Est-ce qu'elles peuvent, sans être indépendantes financièrement, ou même en l'étant, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait vivre dans une société là où il n'y aurait que des femmes? Les hommes sont fous, forcément. Alors on est curieux de savoir ce que vous en pensez. Là c'est la partie où on a fait l'échange. Je crois que je ne suis pas la bonne personne pour répondre parce que moi je suis biologiste. Alors pour moi, hommes et femmes, c'est indissociable. Les femmes ne demandent pas à se passer des hommes, elles demandent l'égalité, c'est tout. Je pense, en restant dans le contexte, disons, africain, c'est pas, les femmes ne doivent pas, disons, s'émanciper de l'homme, mais plutôt de comment paraître. C'est ça qui pousse, quand on regarde le personnage dans le... C'est ça qui pousse, bon, quelque part, elle veut échapper à être la troisième femme d'un homme qui est plus âgé qu'elle. Oui. Mais d'un autre côté, c'est je vais apparaître. Et vous êtes, je pense, vous êtes de Paris, vous connaissez comment nos sœurs, je dis comme ça, elles se comportent à Paris. C'est le fardeau qu'elles se mettent sur elles-mêmes.
c'est les tontines, c'est le baptême de tous les week-ends. Ça, c'est le traditionnalisme cliché, on va dire. Parce que moi, je viens d'un pays où le paraître est très, très, très important. C'est-à-dire extrêmement important. Ce n'est pas juste un paraître moderne, un mimétisme entre nous. Non, pas du tout. C'est-à-dire ce paraître-là, c'est dans les baptêmes, les mariages, etc. Où il est important de faire, on appelle ça de la teranga, de faire aussi de la teranga à sa belle famille, etc. Et pour cela, il faut les moyens d'eux. C'est pour ça que soit tu ne travailles pas, soit tu as d'autres moyens d'avoir cet argent si tu ne travailles pas. Donc pour moi, ce n'est pas s'émanciper c'est s'émanciper de l'environnement surtout qui est plutôt quelque chose qui joue plus comme une entrave qu'autre chose à l'émancipation. Vous avez même des belles-sœurs ou une belle-mère qui va dire mais pourquoi elle ne se comporte pas comme les autres? Parce que si vous n'entrez pas dans la norme, vous devenez marginal. Quoi. Et on vous traite quoi? D'occidental. C'est d'un extrême à l'autre. Si vous êtes une femme, par exemple, qui n'accepte pas ce paraître-là, qui est... On dit, elle est l'occidentale de la ville. C'est-à-dire, parce qu'elle... Alors, attends, il faut pas... C'est important de... Je comprends ce que tu es en train de dire. C'est important aussi que nous parlons là, maintenant, nous sommes sur un débat qui est beaucoup plus général. Alors, c'est intéressant de voir comment si les Dijonnaises et les Dijonnais se posent la question, comment ils la vivent. Est-ce que la question n'est que biologique? Non, mais moi, je suis très, très intéressée par tout ce que vous dites. J'ai écouté ça. J'ai eu envie de lire tous ces livres. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, personnellement, je ne connais pas du tout. Je ne connais de femmes africaines que des femmes qui ont eu la même vie que moi, pratiquement. Donc, ce que vous dites, là, je ne peux pas l'imaginer encore. C'est une société qui est quand même très différente de ce que je connais. Alors, je vous écoute, je vous admire toutes, mais je ne peux pas prendre parti et décider. Les femmes africaines qui ont fait les études universitaires, qui sont professeurs à l'université, moi, je les considère, je ne les vois pas différentes. Je ne les vois pas dans leur milieu traditionnel, avec les personnes âgées, avec tout ça. Je les vois ici dans un milieu tout à fait comme moi. Dans un milieu aseptisé quelque part, parce qu'effectivement, dans leur milieu social, elles sont en proie, c'est pas une généralité, hein, mais la tradition est quand même assez présente. Ça, je connais pas. Donc effectivement, elles ont plusieurs visages. Justement, la discussion qu'on a un peu eue dans le train en venant vous rencontrer, c'est qu'on s'est justement demandé le poids de la femme. La femme, elle a toujours... la société attend toujours beaucoup d'elle. La société attend d'elle une position, que ce soit en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère ou pas, hein, parce que après ça peut être ou pas un choix, la nature est ce qu'elle est. Il y a des femmes qui font le choix d'avoir des enfants, il y a d'autres qui n'en font pas le choix d'en avoir. Il y a des femmes qui aujourd'hui se lèvent haut et fort pour dire qu'elles vont se mettre en couple ensemble. C'est un sujet très sensible en ce moment, le mariage pour tous. Voilà, et c'est peut-être aussi un biais pour dire que les femmes peuvent peut-être se passer des hommes. C'est la question qui est lancée en l'air. Ça m'a frappé ce que vous avez dit, que quand elle s'émancipe un peu, alors on dit c'est l'occidental. Voilà, exactement, c'est ça. Exactement. Alors vous ne souhaitez, en somme, l'évolution que vous voyez pour la femme africaine, c'est pas celle qu'on a eue ici, quoi, les droits. Il y a une réaction derrière. Moi, je me demandais si, par exemple, la femme africaine, elle doit absolument s'occidentaliser, compte tenu la femme africaine qui reste en Afrique, bien entendu, compte tenu des traditions qui sont relativement lourdes. Bon, la polygamie, elle est encore très, très, pas vivante. Mais comment on peut être, d'après moi, vivre en polygamie et être émancipé, quoi, ça me paraît complètement incompatible. Mais c'est un phénomène. D'autres dans l'esprit, c'est l'excision, par exemple. Comment concilier l'émancipation et voilà, tout ça, je me dis, mais est-ce que c'est compatible? Sur le sujet de la polygamie, justement, lors des palabres, on a eu à chroniquer un livre qui en parle assez bien, d'un point de vue d'une femme qui
qui parle des vertus, entre guillemets, de la polygamie. C'est un ouvrage de Ken Bougoul qui s'appelle Riwan. Et je vous recommande de le lire parce que ça vous permettra de nuancer un peu cette espèce de vision qu'on a de la polygamie. Oui, on en a parlé ensemble, mais je dirais que chaque société a ses traditions, que ce soit la société africaine ou la société européenne. Chaque société a ses codes aussi. Il y a des... La question, c'est de savoir si une femme peut être émancipée dans un couple polygame. Et ce qui est intéressant, je discutais dans un foyer polygame, et je discutais avec... quand j'ai fait un article sur Riwan, on a eu près de 40 interventions sur mon blog, et je discutais avec une universitaire sénégalaise d'Akan qui est basée au Québec. Et elle m'expliquait qu'il y a des jeunes filles au Sénégal qui choisissent le foyer polygame pour pouvoir avoir plus de liberté. Déjà avoir le statut de femme d'épouse, hein, et ensuite parce que le foyer est géré à 3, donc ça veut dire qu'elles ont une marge de liberté totale pendant une certaine période. Bon, moi, j'avoue que j'avais du mal à recevoir l'argument, mais c'est intéressant de voir des personnes qui se trouvent, épanouies, des jeunes, des personnes issues de la nouvelle génération, et je pense que Dakan excuse-moi, Sopnanda qui vient, je pense que c'est une réalité aussi. C'est une réalité dans le sens où ce que j'ai remarqué, c'est que les gens de ma génération sont plus polygames. Mais même dans les milieux, vous avez des... Même dans les milieux, ça dépend. Si vous avez été élevé par une femme forte, par contre, par une femme puissante, vous ne répétez pas le schéma. Vous ne répétez pas le schéma parce que vous le trouvez complètement idiot. Mais si vous avez été élevé dans un milieu polygame, il se pourrait bien que vous ayez au moins 70% de chances de répliquer le processus à l'âge adulte. Je suis désolée, mais vous prenez tout simplement déjà la polygamie pour un homme au Sénégal, c'est le paraître. C'est le fait d'avoir 2, 3 épouses. C'est une position sociale. C'est une position sociale. Et ces femmes, je suis tout à fait d'accord, elles acceptent la polygamie parce que tout simplement, elles se disent, j'ai moins d'efforts à fournir. J'ai plus d'efforts à fournir dans la séduction du mari, etc. Mais j'ai moins d'efforts à fournir dans le quotidien. Je vais le voir 2 fois dans la semaine. Et j'ai une connaissance qui m'a balancé il y a quelques jours. En fait, si tu es une femme qui travaille, c'est-à-dire une afropéenne, tu as intérêt à te mettre avec un homme polygame parce que tout simplement, ça te permettra de gérer ton temps. Mais la position des pouvoirs publics, des partis politiques vis-à-vis de la polygamie, c'est quoi? On va dire que... Mais la polygamie en même temps, moi je dirais... On va répondre, mais il y a une question qui va peut-être compléter... Oui, je ne compte pas compléter. Je voulais simplement recentrer le débat. Et c'est une question que je fais chaque fois que je me retrouve dans ce genre de milieu, qui est en fait un milieu d'échange culturel. Je me demande si finalement l'émancipation de l'Africain se mesure aux codes occidentaux. Je veux dire, quand on dit émancipation, c'est qu'il faut fuir la polygamie. Et aujourd'hui, avec l'Occident, la France qui promeut le mariage pour tous, est-ce que finalement le mariage pour tous ne ressemble pas à la polygamie? Ou alors, le mariage pour tous, c'est pour une certaine catégorie de culture et non pour une autre. Donc je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alors, j'attends des réponses. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie aussi de l'Occident vis-à-vis de la polygamie? Oui, parce que les hommes ont plusieurs relations. Moi, je me souviens. Et on voit les hommes politiques, des exemples des hommes politiques avec des femmes soi-disant, comme Strauss-Kahn, avec une femme qui a soi-disant une carrure de femme libérée, etc., qui se permet d'avoir un homme qui va... Ou encore notre... En fait, moi je reste... Oui, voilà. Moi, je reste convaincu d'une chose. C'est une bonne partie. Non, allez-y. J'ai fait une bonne partie de mon temps au Sénégal.
je suis retraité, enseignant retraité, et il y a un phénomène extraordinaire, c'est ces vieux toubabs qui viennent se mettre avec une jeune Sénégalaise, et c'est incroyable. Dans l'endroit où je vis, il y a plusieurs dizaines de petits métis. Ça veut dire que c'est des hommes qui ont entre 60 et 70 ans, qui se mettent avec des filles qui ont 30-35 ans, et sans penser du tout à ce qui va arriver après, comment les choses vont évoluer, etc. Mais c'est parce que c'est un échange de bons procédés. Oui, oui. Que tout le monde est... Oui, il y a un Sénégalais qui m'a dit, si tout le monde est gagnant, c'est bien. Voilà. Pour adhérer à l'ouvrage de la dame, qui est un très bel ouvrage et qui nous donne un très bon exemple, parce que je me demande si aujourd'hui l'émancipation se conjugue par le fait que on peut échapper à la polygamie et tomber à la prostitution. Est-ce que la balance n'est pas plutôt une histoire de moralité vers l'immoralité, ou ce n'est pas une question de valeur finalement qu'on met de côté pour promouvoir une culture, pour réceptionner une culture d'ailleurs, parce que à tous les coups la polygamie étant africaine n'est pas bonne, et tout ce qui peut se ramasser ailleurs, tout ce qui peut aller contre cela devient bon. Ce que vous venez de dire, ça nous évoque une question, justement, on a envie de se demander, est-ce que la femme aujourd'hui, pour pouvoir être émancipée, elle a besoin d'aller dans un extrême à un autre, qui va faire en sorte que, d'une manière ou d'une autre, elle doit se sacrifier, elle doit sacrifier quelque chose? Mais je pense que la question, c'est aussi de se poser comment je fais attention aux mots, mais comment c'est quoi l'émancipation, et voilà, est-ce que le fait d'avoir une indépendance économique suffit à Dijon, à une femme, pour pouvoir voilà. Je peux parler? Allez-y. Je suis assistante sociale sur ce quartier. D'accord. Donc je rencontre des femmes africaines. Et ce que moi j'ai un peu observé, c'est que en fait, quand elles sont en couple et que ce mari a souvent une aventure quelque part, elles le supportent très mal. C'est-à-dire que on sent que souvent l'homme a eu une culture polygame, enfin dans ce que j'ai observé, et la femme n'a pas eu cette culture. Enfin voilà, hein, j'ai rencontré quand même moins 5-6 personnes qui ont vécu ces situations-là, et qui sont maintenant des femmes qui se sont assumées, voilà, avec les difficultés économiques hein, que ça. Mais c'est des femmes qui sont seules, avec leurs enfants, qui sont surtout des mères, hein, quand même, qui font beaucoup d'efforts pour être des bonnes mères, enfin, que je trouve qui assument bien leur rôle, mais effectivement, qui se sont séparées d'hommes un peu et puis inconstant, hein, quand même, au niveau économique, il les laisse vraiment galérer. Hein, ça, ils ne s'assument absolument pas. C'est les femmes qui assument. Hein. Enfin, moi, dans les gens que je vois, et je vois essentiellement les femmes, enfin, je vois quelques hommes africains aussi quand même, mais surtout, je vois des femmes qui s'assument beaucoup en tant que femmes et mères, et qui sont quand même très isolées. Alors moi, dans les gens que je vois, il y a un gros problème d'isolement, effectivement. Il y a une communauté un peu évangélique souvent dans laquelle ils se retrouvent. Hein. Souvent, c'est le lieu où il y a des rencontres, mais où elles me disent quand même qu'elles n'y trouvent pas des amitiés suffisantes qui permettraient effectivement, quelque chose de vrai dans les relations qu'elles peuvent avoir. Voilà, c'est un petit peu des pistes de réflexion, mais j'en ai beaucoup parce que ça change aussi suivant les pays. Hein. Il n'y a pas toujours, quand on vient de Mayotte, quand on vient de RDC, on a des histoires très différentes aussi. Dans votre expérience, la femme peut se passer des hommes finalement? Ah ben, elles s'en passent bien. Hein. N'importe comment. Enfin, souvent, elles sont plus embarrassées qu'autre chose quand elles ont des hommes. Hein. Enfin, de celles que je vois. Hein. J'ai vu une main se lever derrière. Oui. Moi, je travaille ici à la bibliothèque. J'ai lu avec beaucoup
beaucoup de plaisir, le livre de Fatou Diom. Et je pense que justement, moi je l'ai lu avec mon regard occidental et de culture française. Et par moments, je m'énervais à voir Bounia qui faisait tout pour être la seconde épouse, la meilleure, et qui crevait de jalousie de la première, des enfants de la première, et de la suivante, qu'elle est arrivée, etc. Et par moments, je m'énervais après elle, et par moments je me disais, mais en même temps, moi j'ai pas ces codes-là, ma culture c'est pas ces codes-là. Et effectivement, et ça dit justement une phrase qui est à mon sens très violente. Elle dit à sa belle-fille, mais qui es-tu, toi en tant que femme, pour pouvoir vouloir changer des codes de ta société? Et pour moi je trouve ça violent comme phrase. Et en même temps ça se comprend dans la construction d'une société. Et en même temps, accolé à cette femme, à Bounia, on a Aram qui a un lourd passé, qui a eu 2 enfants, et on va comprendre que ces 2 enfants ne sont pas issus de l'homme avec qui elle vit, et qui va se retrouver dans une situation de ne pas vouloir faire reproduire ça aux gens autour d'elle, à ses fils, à sa future belle-fille, et en même temps elle va se retrouver à un moment donné en train de remettre en place ce processus, et il va falloir qu'elle aille au-delà d'elle-même pour casser ce processus, casser cette tradition, pour accepter de ne pas faire subir ce qu'elle a dû subir. Et je pense que dans les constructions et dans les traditions de chaque pays, c'est à chacun de trouver comment trouver la force de se construire, et comment casser, et quel code casser, mais sans calquer un schéma de la France pile poil pour le pays du Sénégal. À mon sens, c'est pas cohérent. Mais voilà, je trouve qu'elle... Moi, je crois que cette lecture est d'autant plus intéressante que la conviction que j'ai, c'est que les choses vont avec des valeurs. En Afrique, dans mon pays où je viens, moi je suis camerounais, c'est que la famille représente tout. Or, la famille passe par l'harmonie. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir vu mes 4 grands-parents. C'est-à-dire, je suis en dehors de mes parents, j'ai vu mes 4 grands-parents, et j'ai compris que dans un couple, et dans tous les temps, il y a un partenaire qui subit l'autre, qui est harmonie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la bataille, c'est que on veut faire croire que de tout le temps, c'est la femme qui subit le couple. Moi, je n'ai pas cette impression. Je n'ai pas cette impression parce que dans les familles où j'ai vécu, les membres de cette famille venaient du côté des femmes. Et donc, c'est elle qui recrutait les gens qui avaient droit sur la table, c'est elle qui faisait tout. C'est pourquoi, à un moment, je me suis dit, même le concept d'égalité, tel qu'on le présente aujourd'hui, est un peu calqué sur le modèle occidental, c'est-à-dire une égalité arithmétique. Or, chez nous, je vais vous dire en secret des Africains, c'est qu'en réalité, celle qui prend les décisions, c'est la femme. Et elle le prend très souvent, très tôt, au chevet du lit. En journée, vous voyez l'homme qui répertorie la décision. Mais croyez-moi, la femme, c'est la femme qui aurait pris la décision en avant. Et donc, je dis, il faut lire les sociétés à partir de leur code. Là, je suis d'accord avec vous. C'est révoltant. Moi, j'enseigne dans le nord du Cameroun. Dans le nord du Cameroun, on a la chance de côtoyer et les chrétiens et les musulmans. Alors, vous serez surpris de savoir que la jeune fille musulmane de 15 ans est prête à entrer dans un foyer polygamique. Chez nous, les chrétiens, on est africains, mais on le comprend moins. Parce que d'accord, la polygamie, elle est libre, mais on ne supporte pas, on ne comprend pas qu'une fille de 12 ans veuille volontairement aller dans un foyer polygamique. La seule conclusion, c'est que l'être humain, c'est la culture. Et donc, la culture que la petite fille a eue depuis ses ascendants, c'est que lorsque la femme atteint un certain âge et qu'elle n'est pas dans un foyer, c'est, passez-moi l'expression, un machin. Donc, je reviens sur le propos originaire, c'est que il faut recentrer le débat à partir des cultures et des communautés. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que la femme africaine, d'une part, peut se passer de l'homme? Et maintenant, est-ce que la femme occidentale peut, au même degré que la femme africaine, avoir besoin de l'homme? Il y a le rapport économique, il y a le rapport social, il y a la conception qu'on a même de la famille, qui n'est pas la même à mon sens. Parce que ici, je vois des couples, les gens se mettent en couple et disent, on n'aura pas d'enfants.
Mais en Afrique, quand vous vous êtes mis en couple et qu'au bout de 2 ans, vous n'avez pas eu d'enfant, là, on pose une question. Alors, je me demande si les rapports sont les mêmes. Alors, il y a un doigt il reste 5 minutes. Hein. Il y a un doigt qui... J'ai essayé d'être bref. D'abord, j'ai enseigné au Sénégal dans un centre d'enseignement technique féminin il y a 40 ans. J'avais une 50aine d'élèves qui avaient entre 15 et 18 ans à l'époque. Et il n'y en avait aucune qui avait envie d'entrer dans un foyer polygame, déjà à l'époque. Ensuite, deuxième point, je connais que le Sénégal, hein, je ne connais pas très bien les autres pays africains, mais quand même la polygamie est en très net recul et on la retrouve chez les mourides de Touba, quoi. C'est là qu'il y a 4 femmes, et autrement, ça n'existe pratiquement plus. Moi, les gens qu'il y a autour de moi, il y a pratiquement plus de foyers polygames. C'est quelque chose qui est totalement en disparition. De la même façon que les mutilations sexuelles. C'est une position sociale, la polygamie. C'est une position sociale. Plus on a de femmes, mieux on est. Oui, non, même pas. C'est difficile. C'est très difficile à assumer. C'est une position sociale, on va dire. Ça a été à un moment donné où avoir plusieurs femmes, c'était voilà. Moi, je me souviens, l'un des premiers discours de M. Sarkozy comme président, c'est que la France ne sera pas une terre de polygame. Alors, il indiquait clairement que dans la culture française, la polygamie n'est pas une identité. Moi, je crois que c'était clair, ce message. Mais moi ce qui m'a révolté, c'est que quelques années plus tard, les parlementaires burundais voulaient voter une loi contre l'homosexualité. Les ONG françaises se sont érigées contre ce point. Je me suis demandé si on n'est pas dans une guerre de culture, dans un marché de dupes, où ce qui vient d'ailleurs... On sort un peu du contexte parce qu'on parle d'indépendance de femmes oui, et c'est automatiquement en contraste avec la polygamie. Alors qu'en fait, on parlait de l'indépendance de la femme, peu importe la société dans laquelle elle se trouve, hein, qu'elle soit en Afrique ou en Occident, est-ce que la femme, pour être indépendante, elle a besoin de passer par un homme ou pas? C'était ça principalement la question. Alors moi je pense que, je vais permettre de te couper, je pense qu'en fait si on a élaboré cette question, en fait c'est parce que du moins, sans pouvoir donner des statistiques ou quoi, on a constaté simplement que beaucoup d'hommes n'assurent plus, comme si je dois m'exprimer ainsi. Donc aujourd'hui, s'il y a des femmes, elle est avec un homme 3-4 ans, elle est avec son copain, il ne se passe rien, elle est prête à tout casser pour changer, parce que non, on n'avance pas, on ne fait rien. Donc est-ce que ce sont les hommes qui n'assurent plus? Et donc, les femmes sont besoin d'affaires des enfants toutes seules. Mais non, vous n'assurez pas. Explique, il faut expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? À la trentaine passée, elle est avec un mec, elle dit non mais je ne vais pas faire l'enfant avec lui, je préfère limite aller me faire injecter, je ne sais pas comment on appelle ça. Inséminer. C'est qu'il y a un gros problème. Ce n'est même plus juste là, c'est vraiment, elle met l'homme de côté, elle prend juste sa semence, pardonnez-moi, mais voilà, elle fait un choix aussi terrible. Mais elle préfère se passer d'un individu qui va être là physiquement, à ennuyer sa vie. Elle fait juste son enfant. Non, je pense que le monsieur est tout simplement là pour l'accompagner. Non, mais je pense que tu es en couple avec une femme et tout, donc elle ne veut pas avoir d'enfant ou elle préfère l'insémination artificielle. Pas rapport conjugal. Mais si les femmes viennent aujourd'hui à ce type d'initiative, pourtant il y a des hommes, ça veut dire qu'il y a quand même un problème aussi. Justement, c'est. Je ne veux pas aborder cet aspect que je ne maîtrise pas bien. Je peux apporter une réponse et je crois que la réponse dépend. C'est aux femmes de donner la réponse. Et je vais donner une petite expérience. Moi, je suis enseignant du supérieur. Il y a un phénomène dans mon pays qu'on appelle les notes sexuellement transmissibles. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cela. Les notes de classe sexuellement transmissibles. Cela revient à dire que les femmes, une femme qui est inscrite en cycle de licence, c'est qu'elle ne peut pas avoir sa licence si elle ne couche pas. Si elle ne couche pas avec un homme. C'est un élément de réponse à votre question. C'est-à-dire, elle dit, je ne peux pas de moi-même sans l'homme.
C'est pas ça. Or, c'est un schéma. Je continue. Ce n'est qu'une réaction. Je veux vous dire, c'est un système qui a été instauré par les professeurs. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la responsabilité des femmes. Quand vous êtes dans une classe là où il y a des hommes et des femmes et qu'un professeur vous explique que, aussi intelligente que vous soyez, il faut que vous veniez récupérer votre devoir chez lui, à son domicile personnel. Non. C'est là que votre... C'est pas de la caricature. C'est pas de la Moi, je ne peux parler que de mon expérience. Et donc, moi, je vais parler de la mienne et je vais dire aujourd'hui, c'est un système qui a été instauré aujourd'hui et depuis le lycée. Vous avez un professeur, vous êtes dans la cour de l'école, le professeur, excusez-moi, vous êtes dans la cour de l'école, le professeur vous dit « Ah, ça commence à pousser en haut ». Un professeur, il n'y a absolument aucune distance, c'est un système. Et ce même professeur n'a pas ce genre, parce que la pédophilie, c'est pas un phénomène dont on parle suffisamment en Afrique. Après, ça doit certainement se passer. Mais au niveau des femmes, il y a très clairement une agression qui est commencée bien très tôt. Vous ne pouvez pas dire que c'est un phénomène instauré par les femmes. Le système, il est là, il faut être conscient. Je suis d'accord avec moi, je viens du Mali, j'ai fait la première partie de mes études universitaires au Mali. Je suis conscient de ça, ça existe. Mais un système, c'est pas une seule personne qui le maintient. Il faut dire que les filles, elles en profitent. Non. Ah oui, c'est principalement. Ah oui, c'est une facilité pour une femme. Non, je dis pas que toutes les filles en profitent. C'est une exception. On voit les Africains et les Africaines. Je voulais présenter l'exemple. Je voulais présenter l'exemple comme un cas pervers de la dépendance. Pour dire qu'en réalité, une jeune fille qui lit ses cours peut très bien se passer de cette pratique et avoir son émancipation. Et de ce point de vue, dans cet exemple précis, on pourra dire qu'une femme peut se passer d'un homme. L'exemple qui ne concerne pas... Il est clair que de toute façon, il y a la question du pouvoir, qui détient le pouvoir de décision, l'argent, la représentation dans un système éducatif, dans le leadership d'un pays, et ainsi de suite. Donc quand on a une surreprésentation des hommes et ainsi de suite, bon, effectivement, ça pose des problèmes, puisqu'il y a toujours des abus de pouvoir de toute façon. Et la question, c'est comment on arrive à s'en défaire ou pas. Oui, mais ce que vous ignorez, c'est que en réalité, en Afrique, il y a des secteurs où, je prends le cas de Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui est dans un pays où, passez-moi l'expression, c'est les hommes qui sont à la tête de discrimination positive. Hein. Oui. Oui, mais il faut avoir des leaders éclairés. C'est toujours la fameuse question. Si on a un leader éclairé qui permet qu'il y ait une meilleure représentation, voilà. Et c'est comment on arrive à pousser. La question, c'est comment on arrive à pousser. Mais on est obligé malheureusement, parce que là, on est rentré dans la palabre. Là maintenant, justement, je rebondirais, je sais, juste pour dire que justement la question est de savoir à qui laisse-t-on le droit d'avoir le pouvoir. C'est toujours ça, c'est toujours pareil. Parce que les femmes, c'est pas qu'elles n'ont pas le pouvoir, mais est-ce qu'on leur laisse la possibilité de l'avoir? Il y a une question en amont. Quand vous dites à qui laisse-t-on le pouvoir, il y a une autre question. Qui laisse le pouvoir? Je crois qu'on peut terminer. Et qui est la source du pouvoir? Qui laisse le pouvoir? Donc on va terminer sur... bon, parce que qui laisse le pouvoir? Est-ce qu'il existe même un espace où on laisse le pouvoir quand on a... Le pouvoir est nécessaire. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, ces romans vous permettent, en tout cas, d'approfondir au moins la question. Tout à l'heure, on a une très belle intervention sur le roman Celles qui attendent, où on voyait la souffrance, parce que on a parlé de code. Je crois que pour moi, il n'y avait pas de code sur cet aspect-là. Il y a une femme qui souffre face à un système et qui essaye d'exister sur un système qu'elle subit. Les 4 romans en fait mettent en scène en tout cas des stratégies. Dongala arrive à montrer des femmes qui sont économiquement faibles mais qui se réunissent
et qui mène un combat qui va avoir un écho. Alors, c'est la force du roman, de la fiction, de créer des possibles. Magenta, dans Magenta, Sokna Dao nous met face à la réalité de certains choix, de certaines femmes. Celles qui attendent, ben, vous aurez des mamans, des épouses qui attendent leurs hommes, avec cette fameuse phrase qui tue, ceux qui nous oublient nous tuent. Donc c'est très très fort sur la tête de ceux qui sont partis. Et en femme puissante, là encore on a un regard croisé entre Occident et Afrique. Avec des méthodes différentes, et c'est toute la force.